Donc, je change de langue avant qu'on commence. We'll now be hosting one of our most faithful speakers, Damien, aka Virtual Labs. So he's been with us since, 2004? More or less from the beginning. And has been giving numerous workshops and talks ever since 2005 or so, right? So during daytime, let's say that, he works at Digital Security as security evangelist and an expert in all things IoT. So, a very personal confession, so also to you, he's been an inspiration to people like me who want to audit connected devices. So we are very, very happy to have him with us today. And we'll tell you about Frankenstein IoT. So I won't spoil it any further. And now for the French speaking. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Damien Coquille, aka Virtual Labs, qui est un des contributeurs les plus anciens de cet événement, depuis 2004, et puis en matière de talk et de workshop depuis environ 2005. Et aussi les petits badges que nous avons tous et toutes aujourd'hui, c'est aussi de sa faute. Donc il travaille chez Digital Security pendant, on va dire, les journées, ses journées à lui, en tout cas. Après, sa vie privée, on laisse de côté. Et c'est, vous le savez tous et toutes sans doute, c'est un prédateur naturel des vulnérabilités IoT. Et aussi une inspiration pour toute personne telle que moi, qui essaye de faire des audits de sécu IoT. Si, Damien, fais pas... Donc aujourd'hui, il va nous parler en fait de comment on peut détourner un objet connecté pour le retourner finalement contre ses semblables et contre lui-même, ou ce qu'il appelle lui les IoT Frankenstein. Donc Damien, give him a warm welcome and Bonjour à tous. Une petite rectification tout d'abord, et merci Malicia pour l'introduction. Une petite rectification sur les badges. Donc oui, effectivement, j'ai participé à l'élaboration. Je ne suis pas le seul, il y a Psychobilly notamment qui a fait tout ce magnifique design. Donc voilà, merci à lui aussi. Donc comme prévu, normalement je vais vous parler des IoT Frankenstein, ou comment pirater un objet connecté avec le même objet connecté. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Security Evangelist, ça vient des dit précédemment, je passe rapidement là-dessus. Ce que je vais vous parler ici, ce que je vais vous montrer dans ce talk, c'est comment bien faire du piratage d'objets connectés à pas cher. Parce que bon, tout le monde n'a pas forcément d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on essaie d'être créatif. C'est le principe. C'est un peu le principe de base du hacker. On essaie ici d'innover, de créer des nouveaux trucs, de bidouiller, de changer, enfin du moins de détourner l'usage de certains objets. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, c'est quelque chose qui est assez courant. Vous avez peut-être vu ça sur le site de Sami Kamkar, qui a créé un outil permettant d'ouvrir les portes de garage à partir d'un jouet Mattel qui servait à communiquer, à envoyer un genre de texto via des ondes radio. Donc ce qu'il a réussi à faire lui, c'est à reprogrammer, à l'aide d'autres bien sûr, à reprogrammer l'objet pour intégrer un firmware maison qui va être capable, via une technique qu'il a développée, eh bien, d'ouvrir les... Ah, c'était un peu après. D'ouvrir, disais-je, les portes de garage de manière assez rapide. Vous voyez, c'est de l'ordre de quelques secondes hein, sur l'ouverture du garage. On ne voit pas très bien, c'est derrière, etc. Mais bon, c'est le principe. Et tout ça, à la place d'utiliser ce genre d'objet. Ici, c'est un hacker F1, ça coûte $250. C'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle la radio logicielle, autrement dit de pirater des protocoles de communication radio. Et tout le monde n'a pas la chance ou l'opportunité en tout cas de pouvoir en acheter un. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici principalement avec un objet connecté.
L'objet connecté en question, ça va être un système d'alarme connecté. Donc j'ai eu l'occasion assez récemment de travailler sur une alarme connectée. Et je me suis demandé s'il y avait moyen de faire une attaque à pas cher. Parce que bon, faut bien voir que moi, dans mon travail, habituellement, on me demande de tester des objets connectés ou des solutions connectées. Et j'ai un panel d'outils à disposition qui sont assez variés, mais qui coûtent aussi relativement cher. Ça va du HackRF, comme j'ai montré ici, à de l'USRP, du BladeRF, etc. Donc tout ce qui est partie radio, en tout cas, et hardware, on a suffisamment de matériel. Seulement, c'est plus frappant quand on arrive à démontrer à un client que son objet peut être piraté avec juste 10 € d'investissement. Parce que sinon, il nous fait la réponse classique, oui, mais vous savez, là vous avez utilisé 5000 € de matériel, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc on va essayer de leur montrer à ces fabricants qu'en fait, avec juste un fer à souder, quelques outils, on peut arriver à mettre en déroute un système d'alarme, et pas que. Donc mon système d'alarme, c'est un système d'alarme qui est assez connu, mais par mesure de précaution, on va l'appeler YOLO, d'accord? Donc ça sera un système d'alarme YOLO, qui utilise une centrale qui communique en radio, bien sûr, avec pas mal de capteurs. Et le protocole de communication radio qui sert donc à dialoguer entre ces différents éléments, eh bien, c'est un protocole qui est propriétaire. Bon, ils sont déjà fait pirater dans le passé, donc ils ont fait une version améliorée d'ailleurs du protocole. Vous pourrez admirer le résultat. Hop, j'ai un peu trop vite. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on tombe face à ce type d'alarme connectée? Eh bien, on essaie de mettre en place des attaques qui sont, disons, adéquates. Normalement, une alarme, c'est filaire. On communique avec des fils entre les capteurs et la centrale. Dès qu'on passe sur du sans fil, qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement? Eh bien, s'amuser avec le protocole radio. Comme je l'ai dit, c'est un protocole qui est propriétaire. Qui dit protocole propriétaire dit forcément rétro-ingénierie. Donc allons-y. Il va falloir que l'on trouve différents éléments. Le premier élément, ça sera la fréquence à laquelle ce protocole opère. Ensuite, la modulation. Comment les données sont transmises sur cette fréquence. L'encodage, s'il y a un encodage particulier utilisé. On en a quelques classiques utilisés en radio. Et puis le bitrate, qui est la vitesse de transmission, grosso modo. Donc on va essayer de faire ça maintenant, avec des outils pas chers et des techniques faciles. Outils pas chers, que vous connaissez tous, le RTL-SDR. 15 €, ça fait à peu près ce que fait le HackRF, mais pour du sub-gigahertz. Autrement dit, donc des fréquences de 26 MB à 1 giga, avec un outil qui est totalement abordable, qu'on peut maintenant acheter sur Amazon, eBay ou autre. À la base, c'est un tuner TNT, donc un petit tuner qui a été détourné de son usage, et qui est compatible avec des suites logicielles qui sont open source. Première étape, on va rechercher ici la fréquence de fonctionnement de notre objet connecté. On va utiliser GQRX et assez rapidement, en mettant un capteur à côté et en le déclenchant, on peut voir qu'on est sur du 433,89 à peu près MHz. Donc une bande de fréquence qui est d'usage libre, ce qui est classique encore une fois dans ce type de système. Une fois qu'on a trouvé la fréquence, donc, on la note gentiment dans notre petit carnet. Passons à la modulation. Donc pour la modulation, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire une capture radio avec GNU Radio. Donc c'est un utilitaire open source permettant de faire de la radio logicielle. Grosso modo, on va mettre une antenne, un équipement SDR, un PC. On va convertir les signaux radio en fichiers qui contiendront des données qui représentent ce signal sur disque dur. Et ces données peuvent être traitées par des logiciels adaptés. On va voir lesquels par la suite. Donc là, je lance GNU Radio sur la machine, je branche le RTL-SDR, j'exécute le schéma que l'on voit ici. Et donc ça va lancer un programme qui va faire la capture et stocker un fichier sur disque. Donc une fois que j'ai fait ma capture et que j'ai bien appuyé sur tous les boutons des télécommandes et que j'ai bien déclenché les différents capteurs, eh bien je vais traiter ces données. Et pour ça, on va traiter ces données avec Inspectrum. Inspectrum, c'est encore une fois un logiciel libre. Et ce logiciel permet d'identifier le type de modulation. Alors c'est pas forcément évident, quand vous regardez ici le petit schéma que j'ai, de deviner le type de modulation. Sur l'axe des ordonnées, en fait, on a la fréquence utilisée pour envoyer de l'information, et vous voyez que ça fait des petits créneaux. Autrement dit, on passe d'une fréquence à une autre, et ça, c'est caractéristique d'un système de modulation de type FSK, Frequency Shift Keying. Autrement dit, on code les bits 0 et 1 en changeant de fréquence. Donc une fois qu'on a identifié ça avec Inspectrum, pareil, on le note gentiment, et on va pouvoir tester l'encoding. Le problème, c'est que pour déterminer l'encodage des données et la vitesse de transmission, il faut qu'on puisse accéder à ces données. Bon, c'est pas très problématique, encore une fois, logiciel open source, Universal Radio Hacker, il y a des gens qui ont développé ce superbe outil. Vous chargez la capture que vous avez fait précédemment, et avec un peu de magie vaudou, enfin non, c'est pas magie vaudou, pardon, c'est vraiment de la déduction, on va essayer de déterminer l'encodage. Donc ici, on zoome sur la donnée démodulée en FSK. On va repérer le nombre d'échantillons pris pour un bit,
et on va le renseigner dans l'interface de manière à ce que, automatiquement, dans la zone du bas, il nous décode la donnée. Et on l'a sous forme hexadécimale, directement. Autrement dit, on passe d'un signal radio, une donnée transmise via radio, à une donnée que l'on a l'habitude de traiter en informatique. Et donc ici, j'ai récupéré les différents paquets qui sont envoyés. Alors ça ressemble un peu à ça, si on regarde de plus près. Et on voit notamment au début de chaque donnée qu'on a des séries de A. Donc A en hexadécimal, ça vaut 10. 10 en binaire, ça fait 1010. Autrement dit, une alternance de 1 et de 0, ce qui est classique de ce qu'on appelle des préambules, qui en fait sont un genre de préfixe avant la transmission du vrai signal, ou de la vraie donnée du moins. Donc on a des informations, on sait notamment qu'on est sur une fréquence de 433,89 MHz, qu'on est sur de la modulation FSK, l'encodage il n'y en a pas, les données qu'on a récupérées semblent être intelligibles, on fait une analyse différentielle entre les différents paquets, on voit bien qu'a priori il n'y a pas ce type de données. Si on a des données que l'on connaît, comme des numéros de série, qu'on les voit apparaître, ce qui est le cas ici, on sait que la donnée n'est pas encodée, et on a une vitesse de transfert qui est à peu près de 5 kilobits par seconde, et ça on le sait avec le nombre de samples utilisés pour coder un bit. Et la première attaque qu'on va pouvoir réaliser sur ces alarmes connectées, celle-ci en l'occurrence, c'est une attaque par brouillage. Oui, on remplace un fil par de la radio. S'il n'y a plus de radio, il n'y a plus de communication. Imaginez une porte avec un capteur de détection d'ouverture. Dès que vous ouvrez la porte, ça envoie un message à la centrale qui lève une alerte. Si vous coupez la communication entre le capteur et la centrale, il n'y a plus de détection d'ouverture. Il y a peut-être une alerte par contre qui est envoyée. Seulement, pour faire du brouillage, généralement, on utilise le HackRF qui a des capacités d'émission contrairement au RTLSD. Sauf qu'un HackRF, ça coûte 250$ et que, si vous vous rappelez, moi, j'ai plus un rond. Donc je mets à la place de l'attaquant qui n'a pas de sous. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais bidouiller. Alors pour ceux qui étaient au stick, c'est une partie que vous avez déjà dû voir durant une rump. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer un capteur de la solution connectée en outil d'attaque. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais exploiter l'interface électronique. Ici, ce que j'ai fait sur ce circuit électronique, alors ça va être tout petit à l'écran, mais c'est pas grave, j'ai soudé plusieurs fils. Un sur l'alimentation, un sur la masse, enfin le plus 3 volts, un sur la masse et un sur la broche reset du microcontrôleur. Autrement dit, je suis en mesure de déclencher l'alimentation du microcontrôleur et de le faire rebooter, grosso modo. À quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va nous servir à instrumenter. On connecte tout ça sur un Arduino. Là, c'est un Arduino Nano micro, je ne sais plus ce que j'avais choisi. Ici, un Nano, en l'occurrence. Et cet Arduino, du coup, eh bien, on va s'en servir pour essayer de déclencher des comportements un peu imprévus. Et ce que j'ai pu observer ici sur ce petit capteur, c'est que quand on fait une séquence particulière entre le reset, la lime, etc., eh bien, le capteur se met à émettre de manière continue sur la bande de fréquence. Ce qui est assez caractéristique, en fait, d'un brouilleur. L'avantage ici, c'est que le capteur utilise exactement la bonne configuration radio, la bonne modulation, la bonne manière d'envoyer les données. Autrement dit, eh bien, on a quelque chose qui est vraiment qui est fait, en fait, qui est même préfabriqué en quelque sorte, pour pouvoir brouiller l'alarme en question. Donc voilà, on a un petit glitch qui peut être utilisé. Pareil, le capteur en question coûte pas cher, puisque c'est juste un petit capteur qu'on va ajouter à la solution. Et on va, pareil, l'Arduino 2-3 € sur Amazon. Et avec ça, on va pouvoir faire un brouilleur qui va remplacer le HackRF à 250$. Donc sans brouillage. Alors je sais pas si au niveau régie, on peut mettre le son du PC. Bon, parce que là, normalement, c'est assez flagrant, ça sonne. Ah oui, pas trop fort, ça va vraiment péter. Merci. Donc quand on ne fait pas de brouillage, donc là je tiens mon petit dispositif en main mais pas actif, vous voyez qu'en fait l'alarme sonne dès que j'ouvre la porte. Alors c'est notre laboratoire à Digital Security mais passons. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser ce petit système. J'active ici l'Arduino. Ouais, ça va laguer peut-être un petit peu parce que la vidéo est assez balèze. Ah, c'est l'effet démo ça, j'y peux rien, je l'oublie jamais. Pour une fois que j'ai un HDMI qui fonctionne. Donc je présente le brouilleur à peu près au niveau de l'émetteur, enfin du moins du capteur. Et quand on rentre, du coup, ça sonne plus. On a bien coupé la communication entre le capteur et l'alarme. Bon, c'est bien. Seulement, non, applaudissez pas, à la fin à la limite. Donc c'est bien, mais c'est presque un win. Pourquoi? Parce qu'au bout de 30 secondes, l'alarme détecte qu'il n'y a plus de communication avec le capteur et qu'il y a surtout des interférences radio. Pourquoi? Parce qu'elle va mesurer le ratio du signal par-dessus, enfin du bruit par rapport au signal, et elle va détecter notamment qu'il y a un brouilleur qui est en train d'émettre. Donc c'est bien, on a un brouilleur, mais c'est pas la bonne méthode pour désactiver cette alarme. Donc il va falloir sortir un peu plus
du lourd ici, au niveau radio. Alors comment on sort du lourd au niveau radio? Eh bien, on se dit, mais la station centrale, elle a bien un module radio, elle aussi. Surtout qu'il y a une belle antenne qui apparaît dessus. Et si on l'utilisait, elle, pour faire un brouillage? On va voir ce qui se passe. Donc pareil, donc cette station, elle utilise en fait un module radio qui utilise une puce Texas Instruments, donc CC1121, si on va aller plus en détail, qui communique via le protocole SPI. Un protocole SPI, c'est Serial Peripheral Interface, un protocole qu'on trouve en électronique. Mais voyez ça grosso modo comme un moyen de communiquer et de piloter l'équipement à distance par un autre microcontrôleur. Et bien sûr, la feuille de données, la datasheet technique, la feuille de technique du coup, est disponible sur Internet. On couple ça à un petit analyseur logique qu'on trouve sur Amazon, 15 €. Et on extrait les communications entre le microcontrôleur principal de la station avec ce transceiver en fait, qui fait l'interface radio. Et on décode tout ça grâce à la feuille de spécification technique qui nous dit que telle commande que vous avez, elle fait telle chose. Donc ici, en fait, alors c'est écrit très petit, c'est un peu fait exprès pour pas vous trouver ce que c'est, mais grosso modo, on fait toute la configuration radio, on définit notamment la fréquence, la vitesse de transmission, etc. Toutes les spécificités liées au protocole de communication. Donc ça, une fois qu'on les a, c'est pas mal. Parce que du coup, on peut les réutiliser. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je déconnecte le module radio et que je mets un Arduino dessus ou un Raspberry Pi et que je refais exactement les mêmes séquences de commandes pour faire la réception? Devinez quoi, hein, je récupère les messages qui sont envoyés par l'alarme, par les différents capteurs notamment. Mais vu que c'est un transceiver, il fait de la réception, mais il fait aussi de l'émission. Donc avec le même système, je vais pouvoir faire du rejeu, réémettre des paquets radio, des messages radio, et des messages bien sûr qui seront légitimes parce que ce sera ceux que j'ai récupérés. Donc on va pouvoir faire une attaque par rejeu. L'idée c'est de capturer une information qui est envoyée par un capteur ou une télécommande et essayer de rejouer, voir ce qui se passe. Donc j'ai fait un petit sniffer, on voit ici rapidement que j'ai quelques données qui sont récupérées, donc un paquet qui commence par 0,2. Alors j'ai scindé ici les différents éléments, mais il y a ensuite, sur 3 paquets différents, j'ai 3 octets qui changent, 92.65.00 pour le premier, 93.65.00 pour le deuxième, et 94.65.00 pour le troisième. Ici, on peut voir qu'il y a un compteur qui est en place, qui numérote les différents messages qui sont envoyés. C'est le même message a priori qui est envoyé à chaque fois, j'ai toujours appuyé sur le même bouton, vous voyez qu'en fait le chiffré qui est la deuxième partie est totalement différente. Bon, on essaie de rejouer quand même, donc on émet, et puis ce qui devait arriver arriva, hein. Ça marche pas. On rappelle le compteur, quand on a un compteur dans des messages c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a des protections aussi rejeu, mais bon. Donc là, clairement, l'approche via le module radio en attaque par rejeu ne passe pas. Donc il va falloir aller encore plus loin. Il va falloir identifier maintenant à quoi servent les différents éléments qui sont présents dans ce protocole. Et pour ça, on va passer par de la rétro-ingénierie du protocole radio. Donc, rétro-ingénierie du protocole radio, comment ça va se passer? Eh bien, on va dumper le firmware. On va dumper le firmware à l'aide d'outils adaptés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reprends toujours un capteur et je vais connecter une interface de débogage. Je fais pareil sur la station, je fais pareil sur la télécommande. Bon, à votre avis, est-ce que c'était bien sécurisé? Non, j'entends beaucoup non. En fait, si, loupé. C'était sécurisé, je me suis connecté sur la centrale, impossible de sortir le firmware. Toutes les protections étaient activées. Je me suis connecté sur la télécommande, impossible de sortir le firmware. J'ai utilisé un autre capteur, impossible de sortir le firmware. Jusqu'à ce que je tombe sur un type de capteur particulier qui, lui, n'était pas protégé. Donc en fait, dans la chaîne de fabrication, il y a un capteur où ils ont oublié de mettre la désactivation de port de débogage. Et j'ai donc pu récupérer une interface d'accès sur ce capteur. Alors on est sur un capteur, pas sur une station. Il ne faut pas vous attendre à trouver un Linux là-dessus. On est sur du microcontrôleur. Du PIC 12 LF1571 pour être précis. Un modèle de microcontrôleur qui est plutôt embêtant, comme on va le voir par la suite. Donc pour ça, pour dumper cela, on utilise un PIC kit de microchip. C'est un adaptateur pareil qui coûte une dizaine d'euros. Donc, au fur et à mesure, ça commence à chiffrer quand même 10 € pour l'adaptateur, 10 € pour l'analyseur logique, 10 € pour le... Mais bon. Donc on va dumper le firmware grâce à ce PIC kit via une interface qui existe que sous Windows. Il y a quelques projets pour Linux pour faire le dump, mais bon, passons. Et on obtient le firmware. On est vachement avancé. On a un fichier binaire qui est un genre de gros programme qui va être exécuté par notre système. Sauf que ce gros fichier binaire, là, comme ça, j'ai du mal à voir vraiment ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on extrait le firmware, ou du moins après avoir extrait le firmware? Eh bien, on va le désassembler. Bon, je suis assez rodé sur ce genre de pratique. Donc, qu'est-ce que je fais quand je dois désassembler du code? Et qu'est-ce que certains d'entre vous feraient pour désassembler du code? Eh bien, on sort IDA Pro.
Ça coûte, IDA Pro, je sais. Maintenant, vous avez Ghidra, c'est gratuit. Donc IDA Pro, même en version, on va dire craquée, hein, parce que vous pouvez en pas de promotion pour les logiciels piratés, pardon. Donc quand on arrive à mettre la main sur IDA Pro, on voit notamment eh bien, qu'on va pouvoir désassembler. Et il y a toute une série, alors ça se voit pas forcément ici, hein, ceux qui ont des bons yeux le verront. On a toute une série de pics qui sont supportés. Donc en vrac ici, on a le PIC 12C et la famille des PIC 12C, donc PIC 12C et quoi que ce soit derrière. Et les PIC 16C et les PIC 18C. Il n'y a pas de PIC 12LF. Et c'est pas similaire au PIC 12C. J'ai essayé. Autrement dit, IDA Pro n'est pas fichu de désassembler votre firmware. C'est un peu embêtant. Donc bon, vous commencez à rager de votre ordinateur en disant bah, est-ce qu'il n'y a pas un logiciel qui pourrait désassembler? Et il y a un collègue qui vous fait ouais, moi je fais tout avec Radar 2. Ok, allons-y. Radar 2, parlons-en. Je prends Radar 2. Alors je suis une bille sur Radar 2, je l'avoue humblement. Je prends Radar 2 avec Cutter, du coup. Ça se rapproche plus d'IDA Pro, je me retrouve plus mes marques, etc. Donc je prends Cutter, Radar 2, je désassemble en mettant les bons paramètres, parce que oui, Radar 2 supporte des PIC 12 LF, ou du moins le CPU qui est associé. Et oui, il produit un désassemblage qui est à peu près correct. Les instructions qui sont fournies ici sont les bonnes. Le seul problème, c'est que la gestion de la mémoire est totalement moisie. Là, j'ai un Goto 0x2A, alors que ça va être un Goto 0x54. Autrement dit, toutes les références à des instructions particulières ou des bouts de code sont pourries, inutilisables. Impossible de trouver des fonctions, des références de fonctions. Donc pareil, hein, on commence un petit peu à désespérer devant le PC. Et surtout que on sait qu'il y a quand même un outil qui existe, qui est l'outil fourni par le fournisseur du microchip, enfin le fournisseur du microcontrôleur, pardon, qui est Microchip, qui fournit un désassembleur dans MPLAB. Leur logiciel qui ne marche que sous Windows. Et le désassembleur d'MPLAB, en fait, c'est juste un genre de tableur. Il vous dit, première colonne, c'est l'adresse 0, on a cette instruction, et débrouille-toi avec. Et on peut juste faire un export CSV. Comment vous dire? Là, on commence vraiment à voir que ça va être compliqué. Et bon, vu qu'on est aguerri à ce genre de pratique, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la bonne technique du papier et du crayon. Donc c'est à peu près une journée et demie, voire 2 jours de taf, pour tout transcrire sur papier et tout faire l'indentation à la main, même si je m'étais aidé un petit peu de Python pour l'occasion. Comprendre comment fonctionne le code, et je vous passe des joyeusetés de ce microcontrôleur, avec notamment le CPU qui fait un mapping mémoire très particulier. Vous avez des fois des registres qui contiennent des informations qui ont plusieurs adresses. Et bien sûr, le logiciel des assemblages, il vous donne juste que l'adresse, pas le nom du registre. Donc après, il faut mapper à la main, vu que tout dépend de la banque register. Bref, c'est une misère. Mais j'ai pris 2 jours complets pour tout bien désassembler en menant une investigation en quelque sorte sur le code. Et ça a payé. J'ai réussi à retrouver mes petits dans le code. Qu'est-ce que j'ai pu déduire? Eh bien, j'ai pu déduire la structure des paquets. Donc je sais notamment que le sync-word utilisé, donc c'est une donnée de 4 octets qui est utilisé pour repérer les données de ce transceiver, et celui par défaut, qui est 93.0b51.de, si vous voulez savoir, sur le CC1121, qu'on a bien un compteur, et que le compteur se trouve bien à l'endroit que je supposais précédemment, c'est-à-dire la série de 3 octets qu'on avait vu qui évoluait au fur et à mesure, mais que le chiffrement se fait via un système AES GCM. Donc ici, c'est un système avec donc un mode de comptage, et de l'authentification de données en même temps. Donc c'est un peu problématique parce qu'à la fois la donnée est chiffrée, mais elle est aussi authentifiée. Et chose assez intéressante, dans la donnée, je n'ai qu'une adresse d'équipement, un numéro de série. Et c'est le numéro de série de l'équipement qui a émis. Autrement dit, il n'y a pas d'information sur le device de destination. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous ouvre une porte. Une porte pour faire un brouillage ou un pseudo-brouillage via un déni de service. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter tout simplement la bonne vieille technique du buffer overflow. Mais le vrai, le dur de dur. Pourquoi? On a une file de réception de messages. À chaque fois qu'un transceiver, vous lui envoyez des données via le radio, que ça matche les caractéristiques, ce qu'on va faire ici, eh bien, il va mettre en file d'attente les octets reçus. Qu'est-ce qui se passe lorsque votre file d'attente est remplie? Alors, on pourrait penser qu'il y a du débordement. Bon, bah en fait, non, il arrête tout simplement de traiter les données. Donc, je pense que vous me voyez venir ici. Qu'est-ce qui va se passer si je fais qu'envoyer des données qui matchent les bonnes caractéristiques à la place des données des devices légitimes, et que je le fais très vite? On va saturer la file, et on va pouvoir s'amuser. Donc là, je fais un petit code Python sur un Raspberry Pi couplé au module radio, qui fait qu'envoyer des messages. J'ai optimisé le truc ensuite avec un Arduino,
couplé au module radio. Donc c'est le même module radio sur lequel on a juste changé l'antenne pour mettre un connecteur SMA pour pouvoir faire des attaques par amplification par la suite. Et puis ensuite, eh bien, je plug ça directement sur USB. Et voilà ce que ça donne. Alors ça va être tout petit, je suis désolé. Il y a un peu de son encore. On entend. Quand j'ouvre la porte, il y a un petit tulu qui se passe. Le capteur envoie l'information à la centrale qui, elle, bip. Bon, maintenant, avec le célèbre connecteur USB et sa difficulté d'insertion, on branche notre petit module, on ouvre, plus de bip, plus rien. Le capteur émet bien l'information, mais la centrale se retrouve saturée de faux messages et les vrais messages passent à la trappe à cause de la file de réception du transceiver. Enfin, la petite taille du moins de réception du transceiver. Et là, on a fait un déni de service, un genre de brouillage. À pas cher, on a repris le module, mais qui fonctionne beaucoup mieux. Parce que cette fois-ci, l'alarme ne nous met pas de message d'erreur en disant « Tu as des interférences radio parce que tu utilises un brouilleur ». Donc là, c'est plutôt gagné, je veux dire. Donc pas d'interférence détectée. Et nous, eh bien, on est content. Donc en conclusion, je pense avoir ici démontré que 1. Ça peut prendre des années à maîtriser des outils comme le HackRF. Et notamment la suite GNU Radio. Alors, je connais des experts en suite GNU Radio, des gens qui maîtrisent la radio logicielle de manière très pointue. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je préfère utiliser des petits hacks, comme on a vu là, pour réussir à faire ce que je veux en un temps relativement simple. Ça pour information, le coup du glitch, ça a demandé même pas une demi-journée. Et l'attaque avec la saturation de la file, une fois que j'avais reversé le protocole, c'était plutôt immédiat. Et pour l'implémentation, du coup, j'avais déjà tout fait sur Raspberry Pi. Donc c'est des fois plus rapide et même moins coûteux d'aller réutiliser des portions d'objets connectés pour les attaquer pour attaquer les mêmes objets connectés, plutôt que de passer 4, 5, 6, 7, 8 ans à essayer d'apprendre à maîtriser un logiciel, même si au final, ça peut valoir le coup quand même de maîtriser la partie du radio. En résumé, vous êtes un hacker, vous n'avez pas de sous, vous voulez pirater des objets connectés, eh bien, respectez le credo du hacker, analysez, réfléchissez, hackez. Pas plus compliqué. Et ça clôture ma présentation. Du coup, il y a un petit peu de temps, parce que j'ai dû finir en avance. Oui, du coup, lâchez-vous pour les questions. Il y a du temps, allez-y. N'ayez pas peur. Il ne mange que des vulnes. Et si je me souviens bien, Hack in the Box à Amsterdam, des barres aux céréales. Tu te souviens? Oui, parce qu'on a chassé des barres aux céréales. Ouais, un peu. Pardon. Oui, alors une question. Tu peux te lever par contre, parce qu'on ne te voit pas. Ah, d'accord. Oui. Merci. Bonjour Damien, merci pour la présentation. Je bidouille un peu la radio et je me casse souvent les dents sur la problématique des codes tournants. Au moins ça fait rire. Non, ça me fait rire, parce que du Moi, coup... ça me fait chialer, non, je pense à l'actualité récente sur des constructeurs automobiles qui utilisaient que 4 codes tournants, enfin 4 secrets dans les codes tournants, mais oui. Alors, les codes tournants, typiquement, il y a des attaques qui existent. Si tu cherches du côté de Sami Kamkar, il a créé un outil qui s'appelle RollJam. Le principe est relativement simple, je vais essayer de t'expliquer le principe. En fait, il faut se mettre entre la télécommande qui va envoyer une réponse au code tournant et, disons, un portail. Faire simple. Avec un device, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jammer le récepteur du portail. On va dire que Monsieur Durand rentre chez lui. Toi, tu es caché dans un buisson entre la télécommande et le portail. Tu brouilles le récepteur du portail. Monsieur Durand appuie sur sa télécommande. Il envoie un premier message qui correspond en fait à un message qui est basé sur une valeur n, un compteur n par exemple. Donc il envoie le premier message qui n'arrive donc pas au récepteur, ce que tu as brouillé. Donc Monsieur Durand dit « zut, ça marche plus ». Donc il rappuie sur son bouton. Il renvoie un deuxième message que toi tu reçois aussi parce que tu brouilles que du côté du portail. Et bien sûr, j'ai pas précisé, mais on a un système en réception de l'autre côté pour capter les données de la télécommande. Donc on reçoit le premier message de la télécommande, on brouille toujours, on reçoit le deuxième message de la télécommande, donc c'est 2 messages successifs, on arrête de brouiller et on renvoie le premier. Qu'est-ce qui va se passer? Le portail va s'ouvrir. Et Monsieur Durand va être content, son portail sera ouvert. Oui, sauf que toi, à ce moment-là, tu as le code d'après. Et donc quand Monsieur Durand il referme son portail ou qu'il fait une manipulation, tu peux rejouer le code. Et ça sera un code valide. Ça dépend après des implémentations, mais je te conseille de regarder du côté de RollJam, R-O-2-L-J-A-M, sur le site de Sami Kamkar, sami.pl. Il y a une bonne démonstration de cette attaque.
Alors bien sûr, c'est que sur un code. C'est assez limité en final comme attaque. L'autre solution, c'est de reverser les protocoles et de désassembler notamment tous les firmware et récupérer les secrets, ce qu'ont déjà fait des personnes sur des trucs automobiles par exemple. Et pour citer un constructeur, il y avait un constructeur en particulier qui n'avait que 4 secrets déployés en toutes ses clés. Donc une fois qu'on a tous les secrets, ces secrets-là, c'est assez facile à générer. D'autres questions? Yes, il y en avait une là. Ouais, juste là. Relève-toi, désolé. Oui, debout. Alors, par rapport à la législation sur les radiofréquences, qu'est-ce que vous conseillez Je vais répéter un petit peu ce que disait mon ami Marco Lagné, passer une licence de radioamateur pour pouvoir notamment être capable d'écouter et de réémettre sur des fréquences de manière légale. Alors en pratique, ce qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est qu'on a eu un système de caissons faradisés qui permet de limiter l'émission d'ondes. Ça, c'est pour la partie professionnelle, on va dire, parce que ça coûte quand même un certain prix. Quand on n'a pas ça, du coup, faut prier pour qu'on n'ait pas des autorités de contrôle qui sont en train de monitorer les émissions. À savoir que le DAC-RF, ça n'émet pas non plus très loin en termes de... Donc, en pratique, si vous n'avez pas de licence et vous n'avez pas autorisation d'émettre et que vous faites quand même, il y a quand même très peu de chances que quelqu'un vienne vous trouver et vous identifier. Donc, on est sur... Mais passer la licence de radioamateur peut être une bonne mesure pour se prémunir de ce type de menace. Enfin, de ce type de risque, en tout cas. Et Marco Lagné dans les parages? Je sais pas. D'habitude, il était à l'UDAC avant, mais il était surtout à l'Electrolab. Oui. Donc, vous pouvez lui poser la question. Il pourra confirmer après, sur Twitter ou autre. Bonjour. Bonjour. Je me disais, pour le désassemblage, plutôt que tout refaire sur papier, pourquoi ne pas adapter le CPU d'un des PIC 15, c'est ça, qui était déjà sur IDA? Oui, effectivement, j'aurais pu le faire. Le problème, c'était le temps assigné aux missions. On est sur des missions de tests de solutions. Et ça, on a un certain temps qui est autorisé. Et je suis pas super rodé sur l'ajout de CPU au niveau des outils de désassemblage. Honte à moi. J'ai vu quelques slides passer récemment sur Ghidra notamment. À l'époque où j'ai fait ce test-là, Ghidra n'existait pas non plus. Sinon, je suis allé voir de ce côté. Ça c'est quelque chose qui... j'ai estimé j'aurais pris plus de temps à implémenter le CPU et notamment son fonctionnement assez particulier avec ce système d'adressage via un registre de banque plutôt que de l'attaquer de cette manière-là. Le papier crayon, au moment où j'ai fait l'analyse, me semblait une solution beaucoup plus rapide. Allô? Oui, bonjour, j'ai deux questions en fait. C'est qui? Là-haut. Tout en haut, oui. Ah, tout en haut. Au chapeau vert. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, en fait, j'ai deux questions. Est-ce que déjà on pourrait optimiser encore le coût de revient, c'est-à-dire en vraiment faisant que de la récup de matériel électronique? Et deuxième question, est-ce que tu as étudié le protocole LiFi? Alors, dans l'ordre, la première, en utilisant du matériel électronique, oui, je pense qu'il y a moyen d'optimiser un peu plus. L'analyseur logique, il y a des solutions, des moyens de faire ça avec des trucs assez simples. Sachant que sur du Serial Peripheral Interface, c'est pas très compliqué non plus. Il y a certainement moyen de faire encore moins cher. De mon côté, j'ai repris des équipements que j'avais au laboratoire, qui étaient des équipements à bas coût. L'analyseur logique, l'RTLSDR, pareil pour tout ce qui est le PIC kit. Donc là, on est sur du 30 € pour la partie, 30 €, j'abuse un peu, 45 € à peu près sur le matériel. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore moins. Ouais. Deuxième question sur le LiFi. Non, j'ai pas eu l'occasion de regarder le LiFi. J'étais plutôt sur du Bluetooth assez récemment, les dernières années. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, mais pourquoi pas? Disons que le problème du LiFi, c'est que j'ai vu pas mal de gens l'expérimenter, mais jamais vraiment l'implémenter. J'ai vu récemment, effectivement, dans les avions, ils comptaient s'en servir pour fournir de l'Internet. Donc je pense que oui, ça peut être intéressant pour les années à venir. Oui. À étudier, bien sûr. La technologie, on verra par la suite. Bonjour Damien. Concernant le premier glitch pour faire jammer le microcontrôleur, oui. Est-ce que tu as essayé de lire les paquets ou de savoir pourquoi il y avait ce glitch et s'il servait à quelque chose, si c'était involontaire ou... Alors, je sais à peu près d'où vient le glitch. Donc, pour faire simple, je ne connais pas le transceiver utilisé. J'ai pas eu le temps non plus. Enfin,
comment dire, faire de la rétro-ingénierie sur le protocole de communication ou sur ce que faisait ce système. Je suppose que ça communique en SPI ou un truc dans le genre, mais j'ai surtout pas la feuille technique, la documentation technique qui me dit à quoi sert chaque commande envoyée. Donc ça aurait été un peu une perte de temps d'aller chercher à tout reverser en retrouvant ces petits, sachant qu'on est sur des trucs qui est vraiment propriétaires. Les commandes, elles dépendent de chaque puce, en fait, de chaque fabricant de chaque puce. Je peux pas les inventer. Donc ça, c'était le premier point. Et donc, comment ça fonctionne, le glitch? Eh bien, je reset principalement le microcontrôleur en plein milieu de certaines opérations SPI, et notamment les opérations d'émission. Ce qui fait qu'en fait, le microcontrôleur fait toute la phase de configuration, commence à émettre une donnée, un premier paquet, qui a un timing très précis. Et à ce moment-là, quand il émet la donnée, il est sur une émission continue en SPI. En fait, tant que la transaction est activée, ça se passe avec une petite sortie en fait, qui reste à 0. Et bien, du coup, quand on l'éteint et qu'on le reset, la sortie reste à 0. Et du coup, on peut exploiter ce système-là. Et donc, le transceiver va récupérer les données qui sont censées être émises par une GPIO, qui du coup ne sert à rien parce que le système est désactivé, et continue à émettre en continu. Elle continue tant qu'elle a des entrées à 0. Et donc en fait ce qu'elle envoie c'est principalement des bits à 0, mais ça permet d'émettre un signal à une fréquence bien précise pendant un certain temps. Ok, merci. Oui. Une petite question au niveau système. Donc là on a vu que le hack a fonctionné en fait. Mais ça veut dire qu'au niveau de la station de base, enfin qui gère la porte là, il n'y a pas d'enregistrement de quel capteur est connecté ou pas et s'il est toujours présent. Parce que au final, il n'a pas détecté de message, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire qu'il n'en a pas envoyé depuis longtemps. Pour faire simple, c'est un peu ce que j'ai fait ici sur le module radio, c'est que j'ai noyé la station de base sous un flot de messages non désirés, et elle ne détecte pas le fait qu'elle reçoive des messages qui servent à rien. Elle aurait très bien pu voir qu'il y a eu un genre de brouillage ou de saturation. On est plus sur un déni de service proche de ce qui se fait sur Internet. Hein. On envoie plein de données qui ne servent à rien dans le tuyau et la donnée utile passe à la trappe. Mais elle n'avait pas de détection justement de ce genre de choses. Ils peuvent l'implémenter. La vulnérabilité que je vous ai présentée ici a été remontée, est en train d'être traitée par les ingénieurs, donc elle va être certainement corrigée dans les mois à venir. Mais typiquement, ils ont des lacunes sur la phase de détection d'attaques malveillantes. Ils étaient au courant du brouillage, parce que c'est une première attaque qui avait été publiée il y a quelques années, mais ils n'avaient pas anticipé en fait, que quelqu'un pouvait s'amuser à passer par une saturation de la file de réception. Donc au final, ils mettent en place des protections, des systèmes de comptage, etc. au niveau protocole, mais dépendant du système, il manque des protections. Oui, parce qu'au final, c'est le microcontrôleur de la station, de la centrale, en fait, qui va recevoir des données qui sont totalement inintelligibles, et qui ne lève pas d'alerte. Il dit « Ah, j'ai reçu n'importe quoi, bon, bah c'est pas grave, on va attendre un paquet légitime. » Et au final, il passe son temps à traiter de la donnée qui sert à rien. Merci. Merci. Une dernière question? 3, 2, 1. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Bon, merci beaucoup. Merci, Damien.